Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, François Fillon dénonce les faits injustifiables des policiers condamnés à Bobigny. Le Premier ministre appelle chacun à la raison et siffle la fin de la récréation entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux qui s'opposent dans cette affaire. Policiers et magistrats se sont lancés dans un nouveau bras de fer. C'est le débat du 22h. Voile intégral interdit à la crèche, niqab autorisé au volant. Deux décisions de justice aujourd'hui dans des dossiers différents. L'une jugeant compatible le port du niqab avec la conduite au volant et l'autre justifiant le licenciement pour port du voile. Dans une crèche, dans les deux cas, l'affichage de signes religieux a suscité le débat. François Baroin impose la rigueur aux établissements de l'État. Le musée du Louvre, Météo France ou encore Pôle emploi devront se serrer la ceinture. Analyse à suivre de Jean-Louis Gombault. Et puis nous ferons un tour d'Europe des plans de rigueur et de leurs conséquences avec l'essayiste Nicolas Bavray. Bonsoir et merci d'être avec nous. Deux décisions de justice aujourd'hui dans des dossiers différents, mais tous deux relancent le débat sur l'affichage de signes religieux. D'un côté, le tribunal de police de Nantes annule le PV infligé pour port du niqab au volant. Et de l'autre côté, le licenciement d'une ex-salariée validée par les prud'hommes parce qu'elle portait le voile dans une crèche. Dans le premier cas, c'est le code de la route qui a été appliqué. Le second cas a mobilisé les défenseurs de la laïcité. Aurélien Romano. L'affaire de la crèche Babylou remonte à décembre 2008. L'employée avait été licenciée pour faute grave car elle portait le voile au retour de son congé maternité. Une décision qu'elle a jugée discriminatoire. La jeune femme a alors réclamé 80 000 € de dommages et intérêts. Une somme qui mettait en péril l'existence même de cette crèche associative située au cœur d'un quartier sensible de banlieue parisienne et fonctionnant 24 heures sur 24. La décision d'aujourd'hui est donc un soulagement pour la directrice de la crèche qui sort de 2 ans de bataille judiciaire. Il faut savoir que ça fait exactement 2 ans qu'on traîne le problème. Voilà, donc on a su le faire, on saura le faire. L'affaire est devenue emblématique pour les défenseurs de la laïcité. La crèche a reçu dans son combat le soutien d'Elisabeth Badinter, présente le 8 novembre lors de l'audience, et de plusieurs associations comme Ni pute ni soumise. C'est la victoire du camp que je défends. Cette crèche était attaquée, cette crèche était susceptible de fermer, tout simplement parce qu'elle défend une autre vision dans ce quartier, c'est-à-dire la laïcité. La décision des prud'hommes pourrait faire jurisprudence, c'est en tout cas le souhait de l'avocat de la crèche. Il souhaite que la décision serve d'exemple pour d'autres entreprises confrontées au même problème. Je crois que cette décision a une portée encore plus large que les différentes lois qui ont été promulguées depuis quelques années sur ce terrain. Nous espérons que cette décision règle ces problèmes qui ne cessent de se poser à différentes entreprises. Ce ne sont pas des grandes entreprises qui ont porté ce combat, c'est une crèche seule parce qu'on a été ferme sur nos principes de laïcité. La plaignante déboutée a encore 1 mois pour faire appel de cette décision. Marine Le Pen persiste et signe. La candidate à la présidence du Front National continue à occuper le terrain médiatique. Après 2 jours de polémique sur sa comparaison entre les prières de rue musulmanes et l'occupation, elle convoque aujourd'hui les journalistes pour réaffirmer son propos. Jérôme Rabier. Marine Le Pen a le sourire. Ses déclarations du week-end ont fait réagir et pourtant la vice-présidente du FN exclut tout dérapage. L'occupation de la Seconde Guerre mondiale est avec un grand O. Les occupations dont je parlais, puisque je ne me suis pas limitée, comme je l'ai dit, aux prières dans la rue. J'ai parlé aussi des occupations d'un certain nombre de quartiers par un certain nombre de trafiquants. Sont celles-là avec un petit O. Sa déclaration peut paraître comme un argument envoyé à la base dure du FN qui doit choisir entre elle et Bruno Gollnisch pour succéder à son père Jean-Marie. Mais dans le même temps, elle cherche à dédiaboliser le mouvement frontiste afin d'élargir son assise électorale. Le double sens du mot « occupation » peut alors servir de double jeu électoral. Une stratégie que l'intéressé balaye d'un revers de main. Mais monsieur, je ne me détermine pas en fonction de mes électeurs, je me détermine en fonction de l'intérêt de la France et des Français. Alors qu'un sondage l'accrédite de 17% d'intention de vote en 2012, la vice-présidente du FN veut convaincre ses troupes tout en élargissant sa cible électorale. Un pied dans son parti, l'autre déjà en campagne nationale, un pas de deux dont elle espère sortir gagnante. Et à noter sur ce sujet la réaction de la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, invitée de l'émission Terrain politique sur notre antenne. On l'écoute tout de suite. Aujourd'hui, le Front National joue
avec un discours très populiste, les pauvres contre les riches. Elle n'apporte évidemment aucune solution. Les solutions, nous sommes en train de les construire. Mais elle porte aussi aujourd'hui un discours de plus en plus à droite qui a été ouvert, il faut bien le dire, par le président sur l'identité nationale, qui ne s'est pas présenté comme la défense de l'égalité, de la tolérance, de la fraternité, mais une fois de plus opposant les Français aux étrangers. Voilà l'émission Terrain politique qui est à suivre juste après ce journal à 22h30. Dans l'actualité, François Fillon prend position 3 jours après la polémique autour des policiers condamnés à Bobigny qui avait donné lieu à une querelle entre policiers et magistrats. Eh bien, le Premier ministre dénonce, je cite, des faits injustifiables. Il appelle également chacun à la raison et siffle la fin de partie entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux qui avaient publiquement affiché leur désaccord. Le rappel des faits avec Bérengère Dinglas. Des faits injustifiables, c'est ainsi que François Fillon a qualifié les actes reprochés aux policiers de Seine-Saint-Denis. Dans un discours devant les préfets, le Premier ministre a estimé que l'honneur de la police exige un comportement exemplaire. Tout en rappelant chacun la raison, François Fillon désavoue clairement son ministre de l'Intérieur. Vendredi dernier, le tribunal de Bobigny condamnait des policiers à des peines de 6 à 12 mois fermes. Les fonctionnaires étaient poursuivis pour avoir menti et accusés à tort un homme d'avoir blessé l'un des leurs. Brice Hortefeux estimait le jugement disproportionné. Des propos qui ont provoqué de multiples commentaires. À gauche, dès samedi, Martine Aubry lui demande de laisser les magistrats faire leur travail. La réaction du ministre de la Justice se fait attendre, mais arrive finalement dimanche. Il rappelle que le champ d'action de Brice Hortefeux se limite aux policiers. Michel Mercier défend ainsi son précaré. Je ne laisserai jamais dire que les magistrats sont laxistes. Une prise de position attendue, mais qui l'oppose clairement à son collègue. Malgré le tollé provoqué, Brice Hortefeux, quant à lui, persiste et signe dimanche soir et ne renie pas ses propos. Tout à l'heure, le Premier ministre l'a clairement recadré. Nouveau bras de fer entre policiers et magistrats. On en parle avec nos invités ce soir. Mathieu Bonduel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. Également avec nous, Bruno Béchiza, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional UMP d'Île-de-France et ancien secrétaire du syndicat de policiers Synergie. Ma première question est pour vous, monsieur Béchiza. Comment réagissez-vous ce soir aux propos de François Fillon qui donc dénonce les faits injustifiables en parlant de la condamnation de ce qu'ont fait les policiers? Il a bien parlé de faits. Je pense que dans votre sujet, il y a des mots qui ont été utilisés qui ont leur importance. Le Premier ministre a parlé de faits. Depuis vendredi, on est parti sur des échanges, ci et là, et pas forcément entre professionnels, contrairement à ce qui est écrit, où, je le rappelle, à partir du moment où il y a appel, il y a présomption d'innocence. On peut parler des faits, mais les policiers condamnés en première instance sont encore présumés innocents. Sur les faits, donc, première chose. Deuxième chose, à partir de là, personne, je n'ai pas entendu pendant le week-end, et vous pourrez m'amener la contradiction, une demande d'impunité. Personne n'a parlé d'impunité. Tout le monde a parlé de proportionnalité, surtout quand on est en Seine-Saint-Denis. Oui, voilà. C'était des précisions. Donc, à partir de là, pour moi, le message du Premier ministre, c'est pas on siffle la fin d'une partie entre une guéguerre de bas étage, parce qu'on est quand même là sur des plans importants. D'une part, il y a des vies d'hommes qui donnent leur quotidien pour les policiers. Entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, on a quand même eu l'impression qu'il y avait d'un côté deux positions tranchées. Mais bien évidemment, chacun dans le rôle, pour une raison qui est toute simple. Le garde des Sceaux doit protéger les magistrats parce que c'est son travail. Et le ministre de l'Intérieur envoie les policiers dans ces quartiers difficiles faire les missions les plus difficiles. Mais quelle drôle de conception du rôle des ministres. Les ministres ne sont pas là pour protéger leurs troupes d'une manière corporatisto-politique, si j'ose dire. Ce qu'a fait le garde des Sceaux, c'est simplement rappeler les principes qui venaient d'être bafoués par Brice Hortefeux. Brice Hortefeux n'a pas à s'ériger en instance d'appel de la décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny. Or, en la qualifiant de disproportionnée, comme d'autres, mais d'autres ont été encore plus virulents, eh bien, il jetait le discrédit sur cette décision de justice. Ce qui, soit dit en passant, d'ailleurs, est un délit puni par le code pénal. Le garde des Sceaux, un peu tard et pas très fermement, est venu lui rappeler qu'il n'était pas ministre de la Justice, M. Hortefeux, et aujourd'hui, M. Fillon revient aux faits dont on ne parlait plus. Parce que les faits, on n'en parlait plus. Ce soir, on est plus dans la sérénité avec cette quand même Moi, je voudrais toujours rappeler cette présomption d'innocence quand même. On a eu d'autres affaires où à chaque fois on nous met la présomption d'innocence en bouclier.
Et là, pour les policiers, on est quand même a priori dans des présomptions de culpabilité, parce que même quand il y a appel, on continue à parler de l'affaire. Non mais Bruno Béchissa, on parle des faits quand même, donc il n'y a pas eu de dérapage sur les mots là. Chez vous, non. Chez vous, non. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir M. Béchiza défendre ardemment la présomption d'innocence. C'est bien la première fois que je le vois faire ça. Et je dois dire que dans cette affaire, je dois voir que dans cette affaire, quand même, des policiers ont reconnu les faits. Voilà. Sont-ils définitivement condamnés? Bruno Béchiza, vous-même, en votre nom, comment vous qualifiez ces faits? Vous savez, chaque année, la police nationale sanctionne 160 révocations. J'ai fait partie de conseil de discipline. Donc, je l'ai toujours dit, il n'y a pas une demande d'impunité. Quand il y a faute, cette solidarité alors avec quand ces il y a policiers-là faute, j'aimerais répondre complètement. Je vous ai précisé. C'est-à-dire que moi, le jour où un de mes collègues fera un faux procès-verbal pour accuser quelqu'un à tort, je n'irai pas manifester devant un tribunal ou un commissariat. Je vous ai précisé que la police nationale chaque année révoque 160 policiers et qu'à elle seule, elle révoque la moitié des fonctionnaires des autres ministères. Elle fait son travail. L'enquête, vous le savez, c'est la police des polices qui l'a menée. Donc il n'y a pas cette grande théorie de la police qui se protège. Maintenant, n'oublions pas que nous sommes en Seine-Saint-Denis, où les policiers travaillent dans le quartier. Et attendez, nous sommes en Seine-Saint-Denis. Je veux quand même rappeler un fait, puisque ça a été rappelé, ça a aussi emmené la polémique, où la semaine dernière, un juge des libertés a relâché à Sevran un trafiquant qui avait chez lui simplement 1,6 kg de cocaïne. Présumé innocent, vous voulez dire, présumé innocent. Mais là, on peut parler des faits. 3,5 kg de cannabis, un pistolet avec silencieux, une kalachnikov. Voilà. Alors, Mathieu Bourdieu, on va parler de manière générale de la querelle, mais quand même sur le tribunal de Bobigny. C'est un tribunal qui est particulier, c'est la 2e juridiction de France. C'est un peu le tribunal, on a l'impression, de l'impossible, qui prononce, je crois, 12 000 condamnations par an, sans parler de laxisme. Est-ce qu'on peut dire qu'au sein de cette juridiction, eh bien, les juges sont débordés parfois ? Débordé, oui, mais si c'est pour dire, parce que malgré tout, c'est ce que certains disent, qu'ils seraient laxistes ou qu'ils traiteraient plus sévèrement les policiers que les malfrats, puisque c'est ce que j'ai entendu, c'est complètement de l'ordre du fantasme, c'est totalement délirant. Je rappelle que dans cette affaire, les policiers auraient pu être poursuivis pour des faits criminels, de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Auquel cas, ils relevaient des assises, ils risquaient 15 ans de réclusion criminelle. La procureure de Bobigny a choisi de les poursuivre pour un faux simple, ce qui juridiquement est tout à fait discutable, faux puni de 3 ans d'emprisonnement, pas d'instruction, pas d'information judiciaire. On confie ça effectivement à la police des polices et on essaie de traiter ça le plus discrètement possible. Bon, je ne peux pas dire que le tribunal de Bobigny ait été particulièrement sévère avec ses policiers. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on l'attaque, Bruno Béchiza. En 2006, attendez, un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait déjà un petit peu piqué ce tribunal et lui avait déjà parlé de laxisme. Oui, parce que là, on parle pour ma part, ex-policier et vous en tant que magistrat. Moi, j'aimerais en parler en tant qu'élu de la Seine-Saint-Denis. Quel est le signal que nous voulons donner aux délinquants quand on parle de la libération du dealer? Quand on dit qu'aujourd'hui, en France, on a chaque année 30 000 peines non exécutées. Donc vous dites, la justice est sévère. Sauf qu'on prononce des peines et les gens ne vont pas en prison. Quel est le signal que nous envoyons dans ces quartiers? Un chiffre. L'Institut pour la justice a sorti récemment, vous le savez, une étude où, en Seine-Saint-Denis... Laissez-moi finir. n'est pas crédible? Pas du tout crédible. Mais pour vous, c'est votre point de vue. L'Institut pour la justice, j'invite simplement vos téléspectateurs à aller voir leur site internet. L'Institut pour la justice a sorti que sur 100 récidivistes, alors pas les récidivistes qu'entendent ma mère ou mon père, parce qu'ils ne comprennent pas, les vrais récidivistes légaux, 2 seulement ont subi les peines planchées en Seine-Saint-Denis. Mais est-ce que ça justifie d'aller manifester contre une décision rendue à l'égard de policiers qui auraient fauté? C'est quand même incroyable. Était-ce une manifestation organisée ou était-ce l'émotion des policiers qui effectivement se disent merde, c'est le cri du cœur. La semaine dernière, on met dans la rue un dealer et nous, parce qu'effectivement on est de bonne foi, on vient au tribunal, on menace pas les magistrats, on est des proies faciles. Pour finir, je vais vous faire réagir à cette information, enfin cette réaction d'Europe Écologie Les Verts qui demande ce soir la démission du ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. Ça relève de sa responsabilité. Je dirais même que ça relève de la responsabilité de François Fillon, si quelqu'un doit lui demander de démissionner. Mais je dois dire que M. Hortefeux n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait fait part de sa vive indignation après la non-incarcération du supposé braqueur du casino d'Uriage, qui a été confirmé ensuite en appel, cette non-incarcération, par un arrêt de 17 pages hyper motivé. Et donc ces mots étaient encore plus graves. Et puis il a apporté son soutien récemment à un gendarme qui est mis en examen pour homicide involontaire. Il aurait tué un gitan. Il lui a apporté son soutien dans les heures qui a suivi les examens. La démission? Non, ce que je dis, c'est que M. Hortefeux doit se souvenir qu'il est ministre et qu'il n'est pas le premier avocat des policiers. Ça ne veut rien dire. Ça ne m'étonne pas. Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, demande l'arrêt du taser, l'arrêt du gomcogne, la légalisation des stupéfiants. Donc en France, pour eux, un ministre de l'Intérieur ne sert à rien. Point.
Merci, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. Dans un instant, notre invité, c'est l'essayiste Nicolas Bavret. Nous allons parler de toute autre chose, d'Europe et de rigueur, avec aussi notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. La rigueur également pour les opérateurs publics. C'est l'annonce de François Baroin aujourd'hui. On fait le point avec Margot Aubrio. Pôle emploi, Météo France ou le musée du Louvre, tous font partie des 500 opérateurs publics et tous vont devoir se serrer la ceinture l'année prochaine. Rigueur oblige, François Baroin leur demande de réduire leurs dépenses et leur train de vie. Car en période de crise, l'État et la puissance publique doivent montrer l'exemple. Au menu, moins d'emplois, de locaux, de voitures de fonction et de fournitures. Pour la première fois, ils devront appliquer en 2011 les mêmes règles de gestion que l'État. Ainsi, l'an prochain, un départ à la retraite sur 2 ne sera pas remplacé. Leur parc de 17 000 voitures sera réduit de près de 3 000 véhicules. Les achats de fournitures diminués de 10% et leurs superficies immobilières seront ramenées à 12 mètres carrés par agent au lieu de 15 actuellement. Pour près de 3/4 des opérateurs, il sera interdit de recourir à tout endettement. Enfin, François Baroin veut que la totalité des équipes de direction soient rémunérées à la performance. Grâce à ce tour de vis, le gouvernement espère économiser 1 milliard d'euros sur 3 ans. Nos invités nous ont rejoints. Nicolas Bavret, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, essayiste et historien. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir à vous Jean-Louis. On va commencer à parler des opérateurs publics à la diète. D'abord, qui sont ces opérateurs publics? Ce sont des organismes qui sont chargés de mettre en œuvre une partie des politiques publiques. L'État a une politique de l'emploi, Pôle emploi, l'État a une politique culturelle, le musée, le château de Versailles, la grande bibliothèque, l'État a une politique un peu écologique, les eaux et forêts. Et tout ce monde-là, ça fait quand même 250 000 personnes et ça gère 30 milliards d'euros par an. Et l'État s'aperçoit que les économies qu'il essaie de s'imposer, il a du mal de plus en plus à les imposer à ce type d'organisme public. On est en fait dans le même problème qu'avec les collectivités territoriales. Plus on va vers le sol, plus on va vers les problèmes, plus c'est difficile de faire ces fameuses économies. L'État cherche 50 milliards sur 3 ans, il voit qu'il y a un paquet de 30 milliards qui est là et il essaie évidemment... Ils étaient épargnés jusqu'à présent, ces opérateurs ? Ils n'étaient pas épargnés en réalité, parce qu'en fait, quand on dit par exemple non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2, ça s'appliquait à l'administration centrale, où il y a 2 500 000 de fonctionnaires, ça ne s'appliquait pas à ces organismes publics. Et là, aujourd'hui, ce matin, M. Baroin a dit, bon ben, faites ce que je dis, et faites ce que je fais. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, vous prenez Pôle emploi. Quand vous avez une augmentation du chômage comme il est prévu que nous aurons dans les prochains mois, c'est difficile de ne pas remplacer un départ à la retraite sur 2. Alors si vous ne remplacez pas un départ à la retraite sur 2 au ministère des Finances, personne n'y voit quoi que ce soit, ça n'a pas grande importance. Et au fait que plus on s'approche des problèmes des gens, plus la question des économies est compliquée à faire. Alors, je crois que la vraie mesure, la vraie disposition qui a été prise aujourd'hui, c'est interdiction de s'endetter à plus d'1 an. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de ces opérateurs publics, lorsqu'ils avaient des problèmes d'exploitation, eh bien, ils allaient s'endetter. On aperçoit que la dette publique est en train de s'éparpiller un petit peu partout, alors c'est l'État central qui en est le garant premier. Et donc, on a une dispersion, une augmentation de la dette publique à travers cela. Et donc, peut-être, effectivement, en interdisant tout simplement la dette publique au-delà d'1 an, on va pouvoir faire un certain nombre d'économies. Pour le reste, ça sera un peu plus compliqué. Nicolas Bavret, sur ce point précis, c'est la diète pour tous, la rigueur pour tous, et évidemment pour les opérateurs publics, c'est dans une logique finalement de poursuite de la réduction des déficits ? Oui, bien sûr. Donc c'est le problème de la dette qui est un problème financier d'abord, avec des taux d'intérêt qui vont monter, qui ont commencé à monter aux États-Unis et puis même en Allemagne, qui dépasse aujourd'hui 3%. Et puis c'est un problème économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dépense publique en France, elle fait 56,6% du PIB. Et il faut arriver à avoir de la croissance privée, parce que finalement, c'est la croissance privée qui, tôt ou tard, devra rembourser et les dettes privées et les dettes publiques. Donc ce sont les 2 problèmes qui se posent.
Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, non seulement de la France, mais de l'Europe au sens large, d'arriver à conjuguer une politique de rigueur parce qu'il faut se désendetter, et en même temps une politique de croissance parce qu'au bout du bout, seule la croissance permettra de rembourser la dette. Quel est le pays qui s'en sort le mieux justement pour concilier ces deux objectifs on a l'impression qu'ils sont un petit peu contradictoires? Aujourd'hui, le pays en Europe qui s'en sort le mieux, c'est évidemment l'Allemagne, avec une croissance de 3%, un chômage de 7%, et puis un déficit public qui sera de 2,7% l'an prochain. Donc l'Allemagne a réussi à la fois sa réunification et puis, j'allais dire, le fait de retrouver la compétitivité dans la mondialisation. Ça a été 10 ans d'efforts, mais aujourd'hui, c'est réussi en Allemagne. Il y a d'autres pays qui sont autour de l'Allemagne et qui vont bien. Les Pays-Bas, l'Autriche, et puis quelques pays d'Europe du Nord, mais par exemple la Suède. Mais la Suède est hors de l'euro, elle a dévalué pour réagir à la crise, donc elle est dans une situation qui est singulière. Alors avant de parler du couple franco-allemand avec Jean-Louis, parlons un mot sur l'Espagne. L'Espagne a assuré ce week-end de ne pas avoir besoin de l'aide internationale. Mais ça nous rappelle ce qu'a dit un petit peu l'Irlande avant. Est-ce que les Espagnols vont connaître la même situation que les Irlandais? Alors, les Espagnols, l'Espagne est un cas critique. Pourquoi? Parce que compte tenu de sa taille, si l'Espagne devait être attaquée par les marchés, il est clair qu'aujourd'hui, le mécanisme européen ne suffit pas pour faire face à une crise financière en Espagne. On a prévu un fonds de 440 milliards, mais à cause du mécanisme des garanties, pour avoir la meilleure note possible et pouvoir... en réalité, il y a à peu près 300 milliards qui sont disponibles. Donc on en a utilisé 85 pour l'Irlande, la Grèce est à part. Si le Portugal devait avoir des difficultés, c'est entre 60 et 100 milliards. Et l'Espagne, c'est entre 250 et 300 milliards. Donc il y a urgence à mettre en place un mécanisme de gestion de crise qui soit permanent pour l'Europe, non ? Oui, et d'une manière générale, je pense qu'il y a urgence à faire évoluer les règles actuelles qui ne permettent pas de gérer une attaque de l'Espagne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette fin d'année, les opérateurs sont un peu à la fin de l'année. Donc la crise va, je pense, s'apaiser, mais ce sera de manière tout à fait provisoire. Et à mon avis, le début 2011 risque d'être extrêmement chahuté pour les pays européens sur les marchés. Alors, on est à quelques jours du Conseil européen de Bruxelles, Jean-Louis. Est-ce que la France et l'Allemagne, ils vont main dans la main? Je crois que c'est la première fois, depuis très longtemps, que l'on peut dire que la France et l'Allemagne forment un couple. Il y a un vrai, on verra avec le temps, mais c'est vrai qu'il y a une volonté très marquée, notamment de la part des autorités françaises, de prouver que les Français et les Allemands sont soudés dans la crise. Le problème, c'est qu'effectivement, l'Allemagne apparaît véritablement comme le pivot de cette alliance. 3% de croissance, bien que la croissance l'année prochaine sera moins forte que cette année, elle restera quand même largement supérieure à la croissance moyenne en Europe et notamment à la croissance française qui, si tout va bien, pourrait tourner autour de 1,5-2% par an. Mais on a vu l'alliance française avec l'Allemagne ces derniers mois, notamment sur un sujet central, lorsqu'il a été préconisé le lancement d'obligations européennes. Les Allemands ont dit il n'en est absolument pas question. Or, depuis très longtemps en France, cette idée germait. Ce n'est pas une idée qui était extérieure à la réflexion française. Et M. Sarkozy a dit il n'en est également pas question. Et donc, sur toutes ces affaires-là, on a l'impression qu'à chaque fois maintenant, la France et l'Allemagne parleront d'une seule voix. Parler d'une seule voix, mais Nicolas Bavret... le tropisme germanique du président français n'est pas nouveau, mais est-ce qu'on ne colle pas un petit peu à l'Allemagne aussi pour rassurer les marchés, pour se dire finalement on marche dans les pas de l'Allemagne, donc on est presque aussi solide qu'elle? Non, mais bien sûr, parce qu'en réalité, depuis, il y a un épisode fameux qui a été l'attaque du franc en 92, et c'est une des rares fois où la Bundesbank a accepté d'intervenir sur les marchés. Elle l'a fait au profit du franc. Et ça, contrairement à ce qu'on dit, les marchés ont la mémoire longue, ils ont la mémoire de cet épisode. Donc, pour l'instant, la France est protégée parce que les marchés continuent pour l'instant à coter le couple franco-allemand. Je crois que les dirigeants français s'en sont très bien rendus compte après la période un peu de tension au printemps et qu'ils ont bien mesuré le risque. Donc aujourd'hui, on a quand même deux séries de raisons qui justifient ce couple franco-allemand. Une raison qui nous est propre,
à la France, c'est que compte tenu de la vulnérabilité de notre pays, il est clair que si on peut continuer à bénéficier de cette approche franco-allemande de notre dette, on ne s'en porte que mieux. Mais il y a aussi une approche européenne. L'Europe est en grand danger, elle a des problèmes aujourd'hui économiques avec la divergence des pays, elle a des problèmes financiers avec la remontée des taux d'intérêt, elle a des problèmes politiques avec des institutions monétaires et politiques qui ne sont pas adaptées à la gestion des crises. Donc il est certain qu'on ne peut gérer ça qu'avec une bonne entente franco-allemande. Aujourd'hui, comme il a été dit, quand on regarde les scénarios possibles, il y en a 3. Il y a le premier qui était le fédéralisme budgétaire extrêmement renforcé qui allait avec la création d'obligations européennes. Mais il faut être cohérent. Si l'Europe doit emprunter, il faut qu'elle ait des capacités de remboursement. Donc qu'elle lève un impôt pour rembourser Et ça, personne n'en voulait, en tout cas surtout pas les Allemands, qui ne voulaient pas de la solidarité et pas d'impôt supplémentaire. Donc on l'a écarté. Ensuite, il y a le scénario du pire, qui est l'éclatement avec des défauts non organisés de certains pays. Ça, tous les responsables politiques nous ont rassurés, on en est loin. Non, enfin, tous les responsables politiques l'excluent pour ne pas donner prise. Mais aujourd'hui, il faut être très clair, si on ne modifie pas un certain nombre de modes de fonctionnement de l'Europe, on aura des problèmes sérieux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on ne fait pas vraiment de la lutte contre les déficits et de la dette, mais en revanche, on interdit la croissance. Si vous prenez un pays comme la Grèce, elle va avoir 150% du PIB de dette. Elle est en récession profonde, elle a une sous-compétitivité très forte et elle a une monnaie surévaluée. Donc c'est très très difficile. Et le troisième scénario qui est raisonnable, c'est essayer de maintenir le système actuel, mais ça suppose des réformes, on l'a dit, plus d'assistance financière et une politique monétaire qui soit beaucoup plus accommodante également, parce qu'on ne peut pas avoir rigueur budgétaire plus rigueur monétaire maximale. Merci beaucoup Nicolas Bavret d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis, restez avec nous, on va regarder tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en images. Inquiétude toute la matinée à Besançon. Un jeune homme de 17 ans avait pris en otage une classe de maternelle. Dépressif, il souhaitait qu'on lui fournisse une arme pour se suicider. Au cours de la matinée, plusieurs enfants avaient été libérés. C'est vers 13h que les derniers otages sont sortis sains et saufs. Neutralisé par un taser, le preneur d'otages a été emmené au CHU de Besançon. Elle a été libérée a priori, enfin c'est sûr, et voilà, on est soulagé. Oui. Ça a été un gros coup de stress ? Ah oui, on se demande ce qui nous arrive dans ces cas-là. Pourquoi nous ? Pourquoi ? Enfin c'est dur. Qui tout double pour Silvio Berlusconi. Il affronte demain un vote de confiance au Parlement à la demande de l'opposition de gauche et de son ex-allié, président de la Chambre, Gianfranco Fini. S'il était battu, il Cavaliere n'aurait d'autre choix que de démissionner. En revanche, s'il gagne, même d'une courte tête, il aurait les mains libres pour reprendre l'initiative politique et peut-être provoquer de nouvelles élections. En Côte d'Ivoire, toute la journée, les forces armées de Laurent Gbagbo ont encerclé le QG de Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale. Depuis le début de la crise politique il y a 15 jours, c'est la première fois que les deux camps se font pratiquement face en armes. Alassane Ouattara siège pour l'instant au golfe d'Abidjan, alors que Laurent Gbagbo, qui refuse de quitter le pouvoir, reste au palais présidentiel. Guillaume Soro, le Premier ministre d'Alassane Ouattara, a déclaré qu'il s'installerait vendredi au siège du gouvernement. Vous pourrez peut-être bientôt ramener autant de cigarettes que vous voulez d'Espagne ou de Belgique. C'est ce qu'a voté la Commission des finances du Sénat. Les sénateurs ont décidé de supprimer les limites à l'achat de tabac à l'étranger, alors même que les députés les avaient rétablies. Il s'agit de répondre à une demande de Bruxelles. L'amendement doit maintenant être voté en séance publique. Si vous aviez prévu d'acheter un tapis Pulse pour vos enfants à Noël, il faudra changer de cadeau. La vente de ce jouet a été suspendue pour 3 mois en raison de sa possible nocivité. Ces tapis contiennent du formalide, une substance chimique donnant plus de souplesse au caoutchouc, mais qui peut être cancérigène.
Voilà pour ce tour de l'info préparé par Bérangère Dunglas. Et avant de refermer notre édition, cette information sur les premiers arbitrages entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour le budget 2011. La taxe Google a été adoptée en commission mixte paritaire, une mesure qui prévoit de taxer à 1% les annonceurs en ligne en France. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. L'émission politique, Terrain politique, l'invité de Gilles Leclerc, c'est Martine Aubry, la première secrétaire du PS. Belle soirée à vous.